Bon alors quoi de neuf chez les islamophobes? Aujourd'hui, on va faire une petite pause chez les islamophobes, on va parler de l'affaire Epstein. Et en l'occurrence, pour ce faire, on va écouter l'avis de Alain Soral sur l'affaire Epstein. Et oui, c'est une affaire qui secoue en ce moment l'Internet et les médias français. Et tout ce qui est Twitter, etc. Bon, maintenant qui est nommé X. Donc ouais, cette fameuse affaire qui a eu, bon, pas vraiment des rebondissements, on va dire, il y a eu des dossiers qui ont été sortis, et en fait, il y a énormément de données dans ces dossiers, donc si je dis pas de bêtises, hein, d'après ce que j'ai compris, c'est impossible de lire tout le dossier, quoi, tellement il y en a, en fait. Et tout le monde peut y avoir accès, mais il y a tellement de données que, bon, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc pour ce faire, on va écouter Alain Soral et puis je vais réagir comme d'habitude au fur et à mesure si le créateur le veut. À ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, mais cette peine, il ne l'a pas exécutée. Et donc, il s'est sans doute senti dans une impunité assez totale, et ce qui fait qu'au lieu de se calmer ou d'arrêter, il a repris de plus belle, entre guillemets, et c'est lors seulement de sa deuxième... Alors, il a repris de plus belle ou il a eu des garanties? C'est ça la question. Ce qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'a pas eu des garanties? Parce que là, tout est concevable, hein. Là, toutes les théories du complot fusent. Parce que c'est tellement flou cette histoire, elle est tellement floue. Donc moi, est-ce que selon moi, hein, selon ma théorie du complot à moi, qui me vaut que dalle, j'ai aucune preuve. Donc j'impose mon complot à personne. C'est juste, voilà, je me dis, ah, ça serait plus logique que, mais voilà, ça se base sur absolument rien du tout. Donc moi, peut-être, je me dis qu'il a eu peut-être des garanties. de sa deuxième entrée en matière, que là, il a compris que ça serait difficile pour lui de s'en sortir comme la première fois. Et là, il s'est retrouvé incarcéré dans des conditions beaucoup plus dures, puisque réellement incarcéré. Et là, il a l'épisode, effectivement, sur lequel on peut se perdre légitimement en conjecture, qui est est-ce qu'il s'est suicidé, comme on le dit? Est-ce qu'il a été mis à mort et c'est un suicide déguisé? Ou est-ce que, parce qu'on peut tout, vu ce qu'il y a dans les mails et vu ce qu'on a découvert avec le réseau Epstein, on peut tout imaginer. C'est-à-dire que même à un moment donné, il y a des photos en ce moment où on montre un type qui pourrait lui ressembler avec les cheveux longs et une barbe, entre des types qui ont l'air quand même des agents de sécurité, et il se baladerait à Tel Aviv. Moi, Hmm. je dis, avec ce qu'il y a dans le... Comme par hasard à Tel Aviv. Ouais, ouais, pour Soral, tous les chemins mènent à Tel Aviv, hein. De toute façon, on le refera plus, hein. On le refera plus à son âge. Donc, alors moi, franchement, avec ma théorie du complot, hein, qui vaut ce que ça vaut, je n'ai aucune preuve. Ça vaut que dalle. Ça se peut, je suis à côté de la plaque, c'est juste un simple suicide. Mais c'est vraiment troublant cette histoire, parce qu'on se dit c'est un homme d'affaires, de pouvoir, et c'est quelqu'un qui visiblement sait beaucoup de choses. Donc on est en droit de se poser la question et de se dire, tiens, ce suicide est bizarre et il tombe à pic à point nommé. Donc moi, j'opterais pour la troisième option, l'option où il a été exfiltré, où il a changé d'identité comme un agent de la CIA, tout simplement. Ce qu'on voit dans les films type Equalizer, etc., etc., bon, c'est la vraie vie, hein. Faut arrêter de se leurrer, les copains, réveillez-vous. Oui, il y a des agents secrets qui se changent d'identité, il y a des personnes qui changent d'identité, haut placées, qui changent d'identité, on fait croire qu'ils sont morts. Ça existe. Me faire croire que ça, ce truc-là n'existe pas, ça serait vraiment farfelu. Donc moi, c'est ma théorie. Maintenant, je précise, hein, je précise. Je n'ai aucune preuve. C'est juste une théorie du complot. Il est possible qu'il s'est tout simplement suicidé. Qu'il s'est dit, voilà, j'ai tellement fait de mal, je sais pas, je donne des exemples au hasard, je dis pas qu'il l'a fait, mais je sais pas, j'ai mangé du rôti de bébé, j'ai mangé des excréments, j'ai fait manger des excréments, voilà, j'ai torturé des gens à mort, bon, c'est trop, bon, je me suicide. C'est possible, c'est totalement possible. Mais moi, on m'enlèvera pas à l'idée que ce type-là aime la vie et que c'est quelqu'un de très important. Soit c'est un homme très important, c'est-à-dire un homme intouchable, donc il a été exfiltré. Soit c'est un second couteau, c'est une seconde main, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'important, mais c'est pas, voilà, c'est son importance n'implique pas
de gros dégâts, on va dire, sur certaines choses, pour rester flou. Donc là, oui, effectivement, on aurait pu le supprimer, ou alors il s'est réellement suicidé. Voilà. Donc voilà, il y a ces deux options. Enfin, il y a ces trois options. Moi, je pencherais plus pour la troisième, qu'il a été exfiltré et qu'il agisse sous une autre identité. Voilà. Personnellement, c'est ce qui me semble logique. Je me dis, un homme de son importance, il est trop important pour qu'on puisse le supprimer ou quoi qu'est-ce. Voilà. Et même si c'était une seconde main, il sait trop de choses, il peut parler, c'est mort. Faut le supprimer. Donc voilà. Dans les mails déjà, on peut, rien n'est risible, hein, tout est possible. Hein. On avait déjà, d'ailleurs, je rappelle, que c'est presque un rebond sur l'affaire Maxwell, où Maxwell, qui était le père de sa concubine, on va dire, on ne sait pas d'ailleurs lequel était le supérieur hiérarchique de l'autre, Ghislaine Maxwell, le père Maxwell, dont on sait aujourd'hui qu'il était, bon, il avait une très grande domination sur les médias populaires anglais, donc il avait une énorme force de frappe politique, et qu'il était un agent multicarte d'ailleurs. Par contre, je vous invite à vérifier tout ce qu'il dit. Hein. Prenez pas pour agent comptant ce que les gens vous disent sur le net. Vérifiez tout, filtrez les informations et ne cherchez pas des héros. Hein. Voilà, ce type n'est pas un héros, c'est un être humain normal qui est devenu populaire parce qu'il a eu le courage de dire certaines choses à un certain moment donné, et puis il s'est enfoncé dans certaines choses que moi, personnellement, je peux lui reprocher. Mais, euh, mais c'est très intéressant d'écouter son point de vue, comme écouter plein de points de vue. Donc, personnellement, moi, je vous encourage à vérifier ce qu'il dit. Qui convergeait vers le Mossad, hein, c'est-à-dire c'était un agent israélien de haut niveau, puisque même l'État d'Israël lui a rendu officiellement les honneurs après sa mort, mais je rappelle que sa mort, c'est qu'il serait tombé maladroitement de son yacht en pleine mer. Donc ça c'est pareil, ça peut être une mise à mort, ça peut être un suicide, ou ça peut être, je sais pas comment on dit, Une exfiltration. une exfiltration en douceur avec changement d'identité. Dès lors qu'on est agent du Mossad, je pense qu'on peut très facilement avoir une deuxième vie sous une deuxième identité en Israël. Personne. Exactement, mais je pense que c'est le fort des agents spéciaux, c'est de changer d'identité. Maintenant, il y a des gens qui vont me faire croire que cette chose-là n'existe pas. Je trouve ça hallucinant, en fait, de croire que ça n'existe que dans les films, que dans Equalizer. Je trouverais ça fort de café quand même. Je pense que ça existe et justement ces films-là s'inspirent de ce qui se passe réellement. Et c'est pour ça que moi je vous invite à écouter les témoignages d'anciens agents spéciaux. Il y en a très peu hein, sur le net, mais écoutez, c'est très intéressant. Donc on va écouter une autre chose aussi, on va s'intéresser à une autre chose, on va écouter le témoignage d'un ancien homme à tout faire de Epstein, qui était voiturier au début si je dis pas de bêtises. Et Carl Zero, qui fait un travail pour moi remarquable, formidable, a republié le témoignage de cet homme à tout faire qui présentait comme une espèce de lettre à titre posthume. C'est un petit peu ça. Donc il s'est confié. Voilà, il s'est confié. On va écouter, puis je vais réagir après. J'avais développé une forte dépendance à la cocaïne, dont je ne suis sobre que depuis quelques mois à ce jour. J'avais besoin de quelque chose pour m'aider à le faire. La cocaïne vous rend insensible comme peu d'autres substances. Et croyez-moi, j'ai tout essayé. Il existe des produits chimiques de recherche dont personne n'a jamais entendu parler et qui sont échangés dans ces milieux. Quand je suis revenu travailler pour M. Epstein sur son île, je consommais une dose tous les jours, ou tous les 2 jours. Je buvais le soir, mais je devais rester concentré pendant la journée. Le coca m'a donné de l'énergie, et l'alcool m'a aidé à me détendre. C'était la seule façon, mentalement, de vraiment faire face à ce qui se passait. J'ai été envoyé par avion sur cette île pour faire partie du personnel permanent. En gros, je vivais gratuitement sur cette île, tout en étant payé pour entretenir les terrains et les bâtiments. Quand M. Epstein était là, il apportait évidemment ses propres divertissements, donc je n'avais même pas à m'en occuper.
Je me suis dit, ça a l'air d'être une affaire fantastique. Une île paradisiaque, un salaire génial, peu de travail. Je suis partant. De tous mes péchés, je crois que la paresse est celui qui me fait le plus de mal. Je recherche toujours l'argent facile, et c'est pourquoi je suis courageux face à des gens comme lui. Tout d'abord, cette île est un véritable paradis sur Terre. La température y est toujours agréable. Les pluies sont d'une beauté à couper le souffle, et l'architecture et la décoration des maisons sont exquises. Oui, les bains publics sont vraiment effrayants. Les fausses portes sont là pour semer la confusion lors des surveillances aériennes, si quelqu'un se posait la question. Les autres membres du personnel régulier étaient difficiles à côtoyer. C'étaient tous des types bizarres, et je veux dire vraiment bizarres. Honnêtement, cela m'a fait réfléchir sur moi-même, sur le fait que je sois ici avec eux. Ils plaisantaient tous sur le fait de récupérer les restes de M. Epstein. Et ils parlaient sans cesse du moment où M. Epstein reviendrait sur l'île. Lorsqu'il amenait des personnalités importantes, des dirigeants mondiaux, des PDG, etc., moi-même et la plupart des employés étions tenus à l'écart. Nous n'avions le droit de travailler dans une zone que si nous savions qu'elle était vide. Seuls ses employés les plus fidèles pouvaient se trouver dans le bâtiment avec lui et ses amis influents. Parfois, cependant, il n'y avait que la famille et l'ambiance était plus détendue. Un jour, je passais devant son bureau avec des poubelles et il m'a fait signe d'entrer. Il m'a demandé mon nom et je le lui ai donné. Il m'a proposé de m'asseoir. J'ai accepté. Dans ce métier, on ne va pas loin en disant non. Il a commencé à me parler. Il avait l'air très stressé. Il m'a demandé comment quelque chose qui fait du bien pouvait être mauvais. Il avait un grand tableau d'Oscar Wilde et le considérait comme son héros personnel. Il a commencé à m'expliquer l'hédonisme et m'a demandé si je comprenais. Bien sûr, ai-je répondu, qui n'aime pas s'amuser? Beaucoup de gens. Il m'a répondu, beaucoup de gens. Puis il m'a laissé vaquer à mes occupations. Un soir, j'ai vraiment merdé et je suis entré dans l'un des hangars d'entretien pour rendre des outils que j'avais utilisés. J'ai alors aperçu le dos pâle et en sueur d'un homme corpulent, penché en avant et en train de donner des coups de rein. Il avait un tatouage de Nixon dans le dos et portait un masque de tête de taureau. Il était en train de baiser la bouche d'un des employés réguliers. Il s'est tourné vers moi alors que je restais là, sous le choc, et m'a dit d'un ton assez agressif « Ça te dérange ?» Et j'ai claqué la porte. En fermant la porte, j'ai aperçu le visage de mon collègue et il pleurait. J'ai cherché « tatouage Nixon dans le dos » sur Google plus tard, et j'ai réalisé que cet homme était Roger Stone, dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'alors. Je savais que j'étais dans la merde. Le lendemain, et pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai eu toutes les pires tâches. Ramasser les ordures, nettoyer les toilettes, récurer ses bateaux, c'était vraiment nul. Bon, alors je vais faire un résumé un petit peu de ce que moi j'ai compris de son témoignage. En fait, en gros, l'approche d'Epstein, c'est quoi? Il t'approche en fait en se présentant comme un homme bien sous tout rapport au début. Donc au début, c'est les petites sommes. Tu fais des petits travails du style voiturier. Ensuite, plus tu acceptes des choses bizarres, plus t'es payé. En fait, c'est ça en fait. Le piège, c'est ça, c'est qu'en fait, il te fait accepter des choses. Et plus tu les acceptes, plus t'es payé. Moins t'acceptes les choses et t'es réfractaire, bah, plus tu risques d'être viré. Et les gens ils se disent, mais là, ça c'est une manne financière qui peut me passer sous le nez. Donc, généralement, les gens restent. Et c'est comme ça qu'il attrape les gens. Et visiblement, cet homme, cet individu qui était l'homme à tout faire, bah, a été approché de cette manière. Il a été abordé de cette manière, hein. Donc, il s'est laissé... entre guillemets, piégé dans l'engrenage. Et à la fin, il était carrément complice. Lui-même, il le dit, il était carrément complice. Donc ça a été très très loin. Si on écoute toute l'affaire, toute son histoire, tout son témoignage, il a été témoin de plusieurs meurtres.
Il a dû évacuer des corps, etc., etc. Donc, c'est glaçant. C'est un témoignage qui est vraiment glaçant. Et ça se voit que c'est une lettre à titre posthume. Ça se voit que c'est pas la lettre de quelqu'un de normal. C'est quelqu'un qui se confie. Voilà. C'est quelqu'un qui en a gros sur le cœur et qui se confie. Donc, voilà, je voulais vous faire part de ce témoignage. Bon, l'affaire Epstein, on sait tous qu'il y a énormément de gens qui l'ont côtoyé. Mais le côtoyer ne veut pas forcément dire avoir fait quelque chose avec lui de bizarre. Euh, on sait qu'il était influent de manière politique. Et on sait surtout que, en fait, la plupart des gens, ils en ont absolument rien à cirer. Pourquoi? Parce que c'est pas un musulman. Ça aurait été un musulman radical. Oui, je pense que là, tout le monde se serait mis sur cette affaire et aurait dénoncé l'individu et aussi l'islam, son idéologie qui l'accompagne. Mais là, vu que c'est pas un musulman, c'est un juif, bah la plupart des gens, ils en ont absolument rien à faire. Ils vont dire oui, c'est les puissants, et puis c'est tout. Et puis les gens qui oseront s'acharner dessus seront traités d'antisémites et seront accusés de s'acharner sur cette affaire et de rester butés sur cette affaire parce que juif, parce que Epstein est juif. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais à dire et puis ça empêche personne de dormir. Les gens, ils vont juste se dire quoi? C'était des puissants, c'est des puissants, ils font tout et n'importe quoi et là là li et là 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 et voilà. Ça sera pas un sujet d'ordre qui va provoquer des révolutions. Parce que normalement, un sujet comme ça provoque des révolutions. Normalement, un sujet comme ça, tous les pauvres, ils vont chercher les riches, ils vont les interroger, etc., etc. Normalement, un sujet comme ça, d'une telle ampleur, d'une gravité sans nom, ça implique, pour moi, hein, logiquement, ça implique que d'autres personnes font la même chose. Pas forcément sur une île, peut-être dans un bunker, mais d'autres personnes riches font exactement la même chose. Je donne un exemple bateau, je sais pas, prendre des immigrés qui ont ni identité, ni fiche, ni rien. Donc ça veut dire que si tu les ramasses et tu les tortures à mort, bah c'est comme si tu avais torturé personne, puisqu'ils sont pas fichés dans aucun registre. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui font des trucs bizarres. Après, c'est une théorie du complot, je n'ai aucune preuve, mais j'y crois parce que déjà, je suis musulman. Je pense que le diable, la pire chose qu'il puisse faire à un homme, c'est pas que de le tuer. Ça, c'est dans la pensée collective, mais il faut que les gens ils s'enlèvent ça de leur tête. Il peut faire des choses pires. Il peut faire des choses pires. Comme manger des bébés. Comme, comme manger des excréments. Comme faire manger des excréments. Comme torturer à mort. Comme faire des jeux où on torture à mort. Tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on voit dans les films, les trucs des films type Hostel, j'ai envie de te dire, pourquoi ce serait pas une réalité? Pourquoi il y aurait pas certaines personnes riches qui ont un pouvoir financier conséquent? Pourquoi ces gens-là ne s'adonneraient pas à ce genre de choses s'ils sont adeptes du sadomasochisme? Bah oui, le sadomasochisme ultime, c'est quoi? Bah c'est torturer les gens à mort. C'est ça le plaisir ultime du sadomaso. C'est torturer les gens à mort. Donc pourquoi il n'y aurait pas certains clubs de riches qui s'adonneraient à ce genre de choses comme dans Hostel, tout simplement? Les gens, s'ils pensent que c'est inenvisageable, c'est que les gens, ils ont pas... Ils sont limités. Pour moi, hein, selon moi, c'est qu'ils sont limités en matière d'imagination. Après, peut-être que non, c'est inimaginable, peut-être qu'il n'y a jamais eu ça, je n'en sais rien. En tout cas, je me dis, ça me paraît logique. Ça me paraît logique que des gens puissants puissent faire des clubs privés et faire s'adonner à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire l'hédonisme, ce qu'il disait à son employé Epstein. En fait, le moteur de tout ça, c'est la jouissance, en fait. C'est la jouissance et le fait que ces gens-là ont un portefeuille illimité. En fait, quand tu as pour but la jouissance et ton portefeuille est limité, bah ta jouissance aura un cadre limité. Il sera limité à ton portefeuille et tes possibilités. Mais quand tu as un portefeuille illimité, bah la jouissance n'a pas de limite, hein, quelque part. Donc on est en face de ce genre de personnes et ça ne fera pas de tollé. Certains gens feront des vidéos dessus. Voilà. Ce sera toujours la partie complotiste d'Internet. Enfin, des gens qualifiés comme complotistes, bien sûr.
et la partie zététicien, la partie critique de l'islam, eux, ils vont pas parler de ces choses-là, ils s'en moquent. C'est pas important, en fait. Ce qui est important, c'est critiquer l'islam. C'est ça qui est important. Donc sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.